On vous retrouve en plateau avec Grégory pour un nouvel atelier. Il y aura également Ludovic que vous retrouverez à distance dans un premier temps cet atelier. Et ensuite, on retrouvera Jean-Paul et Jérémy, notre équipe pyrotechnie, pour un atelier autour des munitions. Parce qu'être concepteur nous engage et nous responsabilise tout au long de la vie du produit. Et par cet atelier-là, on traitera le sujet dans un premier temps du coup du recyclage, de ce que Solognac fait et de ce que nos partenaires font également. Et on vous parlera également d'un projet qui fait sens pour nous, c'est le sans-plomb. Donc je vais laisser la parole à Grégory et à Ludovic pour commencer cet atelier. Et je vous retrouve après. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis chasseurs. Bienvenue dans ces Journées de la chasse 2021 en live. Nous allons aborder avec Ludovic, qui est avec moi, un sujet qui est depuis des années un serpent de mer un peu dans la chasse, qui est le sujet du recyclage des munitions. Vous avez vu, pour la plupart, de nombreux projets depuis une dizaine d'années qui ont fleuri à droite et à gauche, mais qui n'ont pas été concrétisés au niveau global. Aujourd'hui, la législation change, les mœurs changent et nos ambitions écologiques changent également. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ludovic Degan, d'Écologique, qui va être notre partenaire, qui va être le partenaire du monde de la chasse concernant le recyclage des munitions à partir de l'année 2022. Ludovic, bonjour. Merci à toi d'être présent parmi nous aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu peux prendre un petit moment pour te présenter Écologique et présenter vos activités? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc Ludovic Degan, je suis le directeur du développement au sein de l'éco-organisme Écologique. Écologique, c'est un éco-organisme. Un éco-organisme, c'est une structure agréée par l'État. Nous sommes actuellement agréés par l'État pour la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir démarrer la filière de collecte et de recyclage des articles de sport et loisirs au 1er janvier 2022, dont les cartouches de chasse et de tir. Écologique, c'est un éco-organisme, donc mission d'intérêt général et à but non lucratif. Nous existons depuis maintenant 15 ans. Merci Ludovic. Merci pour cette petite présentation. Est-ce que l'on peut parler plus concrètement de l'aspect législatif? Que dit désormais la loi, à la fois pour les munitions, mais de façon plus globale pour les articles de sport et de loisirs? Comment cela se traduit-il concrètement en termes d'obligations pour les acteurs du marché de la munition d'aujourd'hui et de demain? Oui, bien sûr. Dans le cadre on est dans le cadre d'une réglementation qui s'appelle qui est la responsabilité élargie du producteur, une REP, qui demande aux producteurs, c'est-à-dire aux fabricants ou aux importateurs introducteurs sur le territoire national, de mettre en œuvre une filière agréée, de payer une éco-contribution à la mise sur le marché de ces équipements, là en l'occurrence des cartouches de chasse, et tout ça est lié au Code de l'environnement et à l'article L541-10-13. Cette mise en œuvre devra être effective au 1er janvier 2022. Nous avons donc d'un côté les producteurs, fabricants, importateurs, introducteurs sur le territoire national, qui doivent donc mettre en œuvre cette filière agréée, en l'état via notre structure vraisemblablement écologique, déclarer ce qu'ils vont mettre sur le marché, payer une éco-contribution. Ça, c'est le rôle du producteur. De l'autre côté, il y a le rôle du distributeur. Distributeur qui, par ailleurs, peut aussi avoir un statut de producteur. Mais dans son statut de distributeur, le fait qu'il dispose de surfaces de vente, de surfaces variables, de 200 à 400 m², fait qu'il devra obligatoirement proposer à ses clients de reprendre les cartouches usagées dès lors que ce dernier en achète des nouvelles. À partir du moment où la surface de vente sera supérieure à 400 m², alors on passe sur une obligation qui s'appelle de 1 pour 0, c'est-à-dire que le client pourra librement venir déposer ses munitions usagées, utilisées, et sans forcément acheter. Donc c'est l'obligation de 1 pour 0. Cas particulier de la vente à distance, je crois que c'est important de le dire aussi, la vente à distance.
doit obligatoirement, à partir du moment où son chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros, proposer aux clients, lorsqu'ils achètent des articles en ligne, proposer une solution de reprise gratuite, c'est-à-dire aux frais du distributeur, auprès du client. Voilà les grandes obligations qui vont se présenter d'un côté pour le producteur, de l'autre côté pour le distributeur. Sachant que pour le distributeur, il a un temps de mise en œuvre il a un temps un peu plus long, puisque là, c'est une obligation à partir du 1er janvier 2023. Et on parle donc de la REP, responsabilité élargie du producteur, ASL pour articles de sport et loisirs. Merci Ludovic pour ces précisions qui me permettent d'enchaîner en disant bien que nos produits chasse et donc nos produits munitions sont aujourd'hui considérés comme des articles de sport et de loisirs. C'est très important pour nous chez Decathlon de considérer notre sport chasse au même titre que les autres sports de notre enseigne. On va pouvoir rentrer plus concrètement dans le schéma de fonctionnement. On a compris une obligation légale qui va s'imposer à tous les distributeurs. On va voir dans les slides que tu vas pouvoir nous présenter concrètement comment ça fonctionne, comment ça marche à la fois pour nos clients et comment ça marche pour le distributeur. Je vous laisse nous présenter le slide et Ludovic, on t'écoute. Oui, j'ai juste attendre que le slide soit... Voilà, super, merci. Donc, la collecte des cartouches usagées s'inscrit de façon générale dans le schéma de mise en œuvre de la collecte des articles de sport et loisirs, pour lequel je dois en profiter pour souligner que le team Decathlon au niveau national et local a été particulièrement engagé, s'est particulièrement engagé en tous les cas pour essayer de dessiner un dispositif qui soit le plus adapté et au plus proche des sportifs et des pratiques sportives. C'est vrai pour le team Decathlon en général et le team Soloniac en particulier. Donc j'en profite juste pour le dire, c'est important de le dire, parce que on doit faire ce genre de dispositif, il faut le co-construire, il faut travailler avec les acteurs, avec les sachants, et il y a du savoir sur ces sujets-là de la part notamment du team Soloniac, donc j'en profite pour le dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'organisation? L'organisation est la suivante. À partir du 1er janvier 2022, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'un sportif puisse déposer son article de sport et loisirs soit en déchetterie, soit auprès de son distributeur, soit sur son lieu de pratique du sport ou en club, dans la mesure où évidemment c'est possible. Ça, c'est le schéma, je dirais, général de l'ensemble des articles de sport et loisirs. On parle alors aussi bien des planches de surf, qu'on va parler d'un kayak, qu'on va parler des skis, qu'on va parler du vélo, aussi bien évidemment que d'articles de chasse. Il y a cependant une particularité s'agissant des munitions. Dès lors qu'on va rentrer dans le cadre des munitions, l'ensemble de ces possibilités-là ne seront pas ouvertes au regard de la spécificité munitions. Et concernant les munitions plus particulièrement, c'est ce qu'on voit sur le slide suivant, sur la planche suivante, voilà. Là, on restreint les possibilités à 2 lieux en particulier. Le distributeur, donc la possibilité dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, 1 pour 1, 1 pour 0, de déposer en magasin ces cartouches usagées, ou sur le lieu de pratique. À partir du moment où on s'organisera avec les lieux de pratique, c'est forcément des discussions avec les fédérations départementales et régionales pour organiser la collecte, sachant que, et ça c'est tout à l'honneur des chasseurs en ce sens, qu'on ne part pas de zéro, parce que déjà beaucoup dans les territoires de chasseurs se sont organisés historiquement pour déjà commencer à mettre en œuvre des choses. Donc nous aurons à cœur de pérenniser et développer ces dispositifs. Petite précision, on le voit sur le schéma, les déchetteries ne seront pas un lieu de dépose des cartouches de chasse. En revanche, si nous trouvons des cartouches de chasse sur la déchetterie, nous nous sommes engagés auprès des collectivités à ce qu'elles soient évidemment collectées et envoyées sur des centres de recyclage appropriés. Voilà le schéma en quelques mots sur les articles de sport et loisirs au sens large, et puis sur les cartouches de chasse en particulier. Très bien, merci Ludovic pour ces précisions plus que nécessaires. On va prendre quelques petites minutes d'échange puisque on a bien compris, une obligation légale s'installe. Vous, Écologique, allez être notre partenaire sur ce process qui va se résumer très rapidement en la possibilité pour nos clients de déposer
chez Decathlon ou sur leur lieu de pratique, fédération, centre de tir sportif, les munitions pour qu'elles soient par vos soins recyclées. Voilà, je schématise très rapidement. La première question qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce que toutes les munitions seront concernées? Les munitions de chasse, les munitions de tir sportif, qu'en est-il à ce sujet? Alors vous allez assez rapidement voir que pour autant que je sois dans une famille de chasseurs, je ne suis pas un chasseur, donc je ne vais pas forcément utiliser les bons termes, mais je m'en excuse par avance. Aujourd'hui rentrent dans le périmètre des munitions concernées les cartouches de chasse type bimatière, celles qui sont laitonnées et plastiques, donc les cartouches de chasse, et les cartouches de tir, notamment les monomatières. Donc voilà, ce sont ces équipements. En bref, c'est l'étui en fait qui va être recyclé. Donc la charge étant partie, il ne reste que l'étui, et c'est donc les cartouches qui ont un étui qui sont concernées par la REP. Très bien, merci. En parlant justement de cet étui, on va faire une transition. On parle de recyclage. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ce qu'il va advenir de ces produits, advenir de ces matières? Est-ce qu'on parle d'un recyclage à 100% ou est-ce que l'on parle simplement de retraitement, de dépollution? C'est très important pour nos clients qui ont vu beaucoup de process dans le temps qui étaient soit incomplets, soit carrément pas du tout dépolluants. Est-ce que tu peux nous parler de ce que va advenir la munition une fois qu'elle sera récoltée dans les points de collecte? On est bien sur une logique de recyclage matière, et c'est d'ailleurs bien ce qu'attendent les pouvoirs publics en termes d'objectifs qui nous seront assignés au cahier des charges. Donc c'est bien de faire en sorte qu'il y ait un retour matière de ces articles de sport et loisirs au sens large, et des munitions en particulier. Le retour matière, s'agissant des monomatières, on est directement sur une composition métal, donc on va avoir un retour ensuite en filière sur les métaux. Et concernant les bimatières, là on va avoir une nécessité de séparer la partie plastique de la partie métallique, et on aura d'un côté la partie plastique qui va repartir dans les filières plastiques, quand le métallique rejoindra de son côté le métallique. À ce stade, je ne sais pas encore vous dire le taux de recyclage, c'est-à-dire la performance à proprement parler. On a des expérimentations et des tests en cours, donc je ne dirais pas à ce stade 100%, parce que quand on aura à vous donner un chiffre, il faut qu'on vous donne le chiffre qui est factuellement évidemment celui que l'on observe dans les process de recyclage. La bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui sur le territoire national un certain nombre de recycleurs un peu partout en France, y compris du côté de Bordeaux, en capacité de recycler correctement ce type d'article. Très bien, merci. Donc, ce que tu peux nous confirmer aujourd'hui, Ludovic, c'est que ces produits-là ne seront plus ni enfouis, ni brûlés. Non, c'est clairement pas l'objectif de la REP. Donc on a les dispositifs en France qui permettent, c'est la chance qu'on a sur les cartouches de chasse et sur les munitions, qu'on n'a pas d'ailleurs sur d'autres articles de sport et loisirs, c'est que nous avons en France des industriels en capacité de recycler, et donc il n'y a pas de recours à de l'incinération ou de l'enfouissement. Il y a la possibilité de faire un recyclage digne de ce nom, valorisation matière. La vraie difficulté, ça va être de pouvoir collecter et donc de faire en sorte que tous ensemble, chasseurs et nous-mêmes, on puisse justement récupérer l'ensemble de ces étuis utilisés. Une petite question complémentaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ambitions que vous avez concernant ces premières années de collecte écologique? C'est donner une trajectoire et des volontés concrètes pour qu'on sorte du dogme et qu'on aille dans les chiffres et qu'on puisse valoriser le travail que nous allons effectuer tous ensemble. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces ambitions-là? Oui, alors ces ambitions sont très liées aussi aux objectifs que les pouvoirs publics eux-mêmes nous fixent. Les ambitions, en fait, d'ailleurs même pour se dire, les objectifs sont fixés dans le cadre d'un cahier des charges par les pouvoirs publics. Ce sont des ambitions en termes de taux de collecte des articles,
recycle, c'est des ambitions en termes de taux de recyclage, et donc recyclage au sens valorisation matière, pas au sens énergétique ou enfouissement, hein, comme tu le précisais juste avant. Et ce sont des ambitions qui sont portées donc par Écologic. Ce qui est important de dire, c'est que la profession elle-même, et moi c'est ce qui m'a impressionné sur le secteur du sport au sens large d'ailleurs, matérialisé notamment à travers l'engagement de l'Union Sport et Cycle et de Decathlon notamment, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est cette volonté, un, de travailler en équipe, et deux, d'aller au-delà des objectifs fixés eux-mêmes par les pouvoirs publics. L'idée, c'est, en bref, c'est pas de considérer que l'objectif comme on l'a atteint, merci, c'est fait, au revoir, mais plutôt comme un minimum et avec l'ambition d'aller au-delà. Et c'est ce qui est assez enthousiasmant pour moi qui suis depuis maintenant pas mal d'années dans les filières de collecte et de recyclage. Je suis impressionné en cela par la mobilisation des acteurs du sport pour faire en sorte que justement cette ambition soit au-delà des objectifs fixés eux-mêmes par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'idée de faire mieux et ensemble. Très bien, merci. Un message fondamental que l'ambition que nous partageons tous, chasseurs en priorité, de mener des actions qui ont un impact et qui valorisent et qui protègent nos territoires. Alors évidemment, un nouveau process avec une question qui reste en suspens, qui est très importante. Qu'en est-il d'une potentielle, d'une probable taxe, d'une éco-contribution? On en entend beaucoup parler, c'est un sujet de négociation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire à quoi elle sert et nous dire concrètement ce que ça va changer dans le quotidien des prix des munitions? Oui, je crois que c'est un point qu'il faut effectivement absolument aborder. La collecte et le recyclage, ce n'est pas gratuit, ça a un coût. La mise en œuvre d'une REP, c'est des obligations que n'avaient pas jusque-lors les metteurs en marché. Et donc, tout ça est assujetti à un barème, ce qu'on appelle une éco-contribution, qui pour autant que pour les articles de sport et loisirs, elle ne sera pas visible, pour autant elle existe. Et donc, il y a bien un coût par rapport à ça. Ce coût qui va être supporté à travers les munitions notamment, il prend quoi en compte? Il prend en compte dans la mise en œuvre de cette REP des obligations de communication, des obligations de recherche et développement, évidemment de la collecte et évidemment du recyclage. Et c'est bien l'ensemble de ces éléments qui vont constituer un barème d'éco-contribution qui va être différent en termes de montant de l'éco-contribution entre un vélo, entre un canoë-kayak, une paire de skis, une chaussure de ski ou une munition de chasse. Par contre, effectivement, il y a un barème d'éco-contribution que les metteurs en marché, les producteurs, vont payer à l'éco-organisme. Donc on pourrait aussi voir de fait légitimement des évolutions de prix de vente aussi de ce fait, puisqu'il y a cette éco-contribution qui est nouvelle à partir du 1er janvier 2022. Très bien, merci Ludovic. Message fondamental. La transparence et la sincérité, vous le savez, c'est des valeurs qui nous sont très propres chez Decathlon et auxquelles on le tient beaucoup. Donc effectivement, une éco-contribution qui va arriver à partir du 1er janvier 2022. En conclusion, et avant de te remercier Ludovic, est-ce que tu aurais un message à passer à nos amis chasseresses et chasseurs, peut-être aux fédérations et aux centres de tir sportifs, pour continuer d'impulser cette énergie que tu as trouvée, et tu nous en as parlé, on est tous très rassurés en négociant avec la filière. Quel serait le message d'Écologic qui va, je le rappelle, être notre unique partenaire sur ce process-là en France? Quel est le message que tu voudrais nous passer à nous pratiquants? Vis-à-vis des pratiquants, on va évidemment avoir besoin de vous. Je veux dire, une filière, dans le fond, ça ne marche, une filière de collecte et de recyclage, ça ne marche que parce qu'au point de départ, il y a quelqu'un qui a fait un effort. Et cet effort, évidemment, que c'est vous qui allez faire ce premier geste, le geste de tri, celui d'apporter au sein de votre fédé, de rapporter en magasin la munition usagée. On aura donc besoin de vous pour que ce soit un succès. Vis-à-vis des fédérations,
On est à votre disposition si vous avez déjà mis en œuvre ou déjà démarré des choses, parce que, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on part pas de zéro, et c'est ça aussi qui est beau avec la chasse. On ne part pas de zéro. À certains endroits, il y a déjà des choses qui sont organisées. N'hésitez pas à revenir vers nous, excusez-moi, pour qu'on puisse voir comment on peut pérenniser les modes de fonctionnement pour rendre ça évidemment efficace. Donc on a besoin de vous, et merci à vous. Merci Ludovic. Donc, en synthèse, un message très connu, mais on compte sur vous, tous, vous toutes. C'est très important. Ludovic, un dernier petit message. Contactez-nous. Comment est-ce que l'on peut vous contacter? Par quel biais c'est le plus simple d'avoir des infos et de travailler avec Écologique? On a un site internet écologique-france.com, donc c'est très facile d'accéder directement à nous par ce biais-là, sur la fiche contact. Je crois que des fois le Team Soloniac, c'est aussi être un bon relais. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé depuis pas mal de temps, et la preuve encore aujourd'hui. Donc pas aussi, je pense, hésiter avec le Team Soloniac. Et voilà, donc il y a les deux moyens, c'est facile de nous retrouver et de pouvoir continuer d'avancer ensemble. Merci beaucoup, Ludovic, pour ta disponibilité. Merci de nous accompagner aujourd'hui et demain dans le processus très important au cœur des chasseurs et des fédérations de chasse sur le recyclage des munitions. Merci de ta disponibilité et à bientôt. Nous allons désormais évoquer les autres projets munitions en lien avec nos ambitions écologiques. C'est la raison pour laquelle nous allons accueillir Jean-Paul, notre leader pyrotechnie, et Jérémy, notre ingénieur munitions, et nous allons partager avec eux un moment autour des projets munitions, produits iconiques s'il en est de la chasse et du tir sportif, et de nos ambitions écologiques. Jean-Paul, je me tourne vers toi en premier. Est-ce que tu saurais, au-delà de ce process recyclage que nous venons d'évoquer, nous évoquer les autres grands axes de travail du process pyrotechnie Soloniac autour de nos ambitions écologiques? Tout à fait, merci de nous accueillir, Greg. En fait, ça fait à peu près 4 ans que l'équipe pyrotechnie s'est attelée à la dépollution de nos munitions. Et la dépollution, ça passe par 3 étapes. La première, tu viens d'en parler avec Ludovic, c'était le traitement de la douille en plastique, qui malheureusement, de temps en temps, on en trouve dans la nature, donc ça, ce n'est plus acceptable. Et aujourd'hui, on n'avait pas de solution de retraitement et de revalorisation, donc ça, c'est la première étape. On y travaillait déjà depuis quelques temps, et on est très heureux que la concrétisation se fasse à partir de l'année prochaine. La deuxième étape, c'est le plomb, voilà, parce qu'on sait très bien que les législations évoluent sur le sujet, et qu'on ne pourra plus tirer durablement du plomb dans nos munitions. Et la troisième étape, et pas des moindres, c'est la substitution du plastique de nos bourres, de nos bourres à jupe, des cartouches. Et là, on a une petite pépite qui nous attend prochainement. Très bien, merci Jean-Paul. Alors comme tu le disais, on a déjà évoqué le recyclage. Tu m'as parlé de substitution au plomb. Aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par nous préciser un petit peu les éléments de législation, puisque là, on n'est plus non plus dans l'imaginaire, mais on va être dans le réglementaire très prochainement, les éléments de législation autour de cette thématique de substitution au plomb? En fait, l'interdiction du plomb a commencé déjà depuis quelques années. Ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que la définition des zones humides en France a fait que dans ces zones-là, on ne pouvait plus tirer de plomb, mais des substituts, que ce soit de l'acier, du tungstène, du bismuth ou autre. Mais ce que nos chasseurs et nos magasins et nos clients et nos amis ne savent pas trop, c'est que les législations sont en train de bouger vite, qu'on a déjà une première étape qui va nous arriver en 2023, qui est la redéfinition justement de cette zone humide qui avait été mise en place il y a plus d'une quinzaine d'années en France. Et là, ça va changer beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, une zone humide, c'est 50 mètres autour d'un point d'eau. À partir de 2023, on va passer à 100 mètres, de quelle que soit la zone d'eau. Donc une flaque d'eau sera considérée comme une zone humide. Donc ça, c'est acté. Ça, aujourd'hui, amis chasseurs et amis chasseurs, c'est quelque chose qui réglementairement est acté.
Alors oui, sur la redéfinition de la zone humide, c'est acté en Europe. Ce qui est en train d'être discuté en France, c'est sur la définition des détails de la zone humide. Est-ce que ça sera 100 mètres? Est-ce que ce sera 70 mètres? Ça, il risque encore peut-être d'y avoir des petits aménagements. Mais en tous les cas, à partir de 2023, nous serons obligés d'appliquer ce décret européen et la mise en place autour de nos zones humides. Alors, la grosse différence, c'est que aujourd'hui, quand vous êtes dans une zone humide, vous pouvez très bien avoir des cartouches au plomb dans la poche et être de toute bonne foi en disant j'étais en train de tirer le canard tout à l'heure, je traverse la zone humide, je vais dans le champ derrière chez moi, il n'y a pas d'eau, je suis dans les règles. J'ai le droit d'avoir des cartouches au plomb dans la poche. Ça, c'est la situation actuelle. Voilà, 2023, c'est terminé, puisque vous n'aurez plus le droit d'avoir des cartouches au plomb dans la poche et vous serez verbalisable en cas de contrôle. Donc ça change énormément la donne. Donc, dès lors que l'on se trouvera sur une zone humide qui serait même une flaque, nous ne serons plus en possibilité d'avoir des munitions en plomb dans la poche, même si l'on traverse un territoire. Tout à fait. Très bien. Donc, une obligation réglementaire qui va s'imposer à nous et qui va être clairement plus contraignante. Oui, donc ça, c'est la première étape, 2023. Et donc, deuxième étape. Alors, la deuxième étape, ça va réglementer toutes les autres zones. Donc là, on s'attaque aux zones humides. Et en 2026-27, c'est encore pas tout à fait clair, pour les cartouches de chasse en tous les cas, il y a une étude de loi européenne pour interdire tout usage dans toutes les zones, quelles qu'elles soient, humides ou non. Et ça ira même plus loin, puisque cette loi prévoit aussi l'interdiction de la vente des munitions au plomb. Donc on pourra non seulement plus les utiliser, mais plus les acheter. Donc concrètement, la substitution du plomb, aujourd'hui, elle est réglementairement actée. Elle va se faire en plusieurs étapes, mais c'est dès maintenant qu'il faut y réfléchir. Et je crois que vous avez déjà travaillé, vous avez déjà des process mis en place. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de l'offre Solognac dans le cadre de cette substitution du plomb à venir? Tout à fait. En fait, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le développement de la gamme de substituts, et avec pour mot d'ordre de ne plus développer aucune munition à base de plomb. Donc aujourd'hui, toutes les nouvelles munitions qu'on a implantées depuis 2 ans, ce ne sont que des munitions avec du substitut au plomb. Donc ce que tu me dis pour être concret avec nos clients, c'est que bien évidemment, jusqu'en 2027-2026, on va retrouver vos munitions classiques en plomb chez Solognac, mais tous les nouveaux développements, toutes les nouveautés, elles, vont être uniquement à base de substituts. Tout à fait. Donc on est en train d'écrire un plan de repli du plomb. Et petit à petit, on va remplacer les munitions existantes qu'on a dans nos linéaires au plomb. On les remplacera par des modèles équivalents avec des substituts. Donc aujourd'hui, on travaille principalement avec l'acier, parce que l'acier, c'est la matière la plus abordable en termes de coût. En termes d'efficacité, ça marche bien. Mais on utilisera d'autres choses. On utilise du cuivre, on utilisera d'autres substituts. Il en existe, il en existera encore davantage dans les années à venir. Donc en synthèse, chez Solognac, on est en pleine recherche, en plein développement de ces munitions en substitut. Tu me parles d'acier, on entend énormément parler d'acier, et on entend énormément parler d'un sujet en particulier, c'est les performances de l'acier. Alors, il y a beaucoup de lieux communs autour de l'imaginaire de l'acier. Est-ce que tu peux me parler de tes convictions et du développement autour de l'acier et de ses performances? L'acier, les Canadiens l'utilisent depuis des dizaines d'années. C'est les champions du monde du tir de gibier d'eau. Ça marche très bien. Alors certes, ils ont des normes qui sont plus lâches, on va dire, que la CIP, qui réduit énormément le spectre de pression, etc. Enfin, on est très sécurisé par la norme CIP. La norme SAAMI aux États-Unis et au Canada est un peu plus souple sur le sujet. Mais bon, en tous les cas, encore une fois, la munition acier existe depuis plus de 15 ans. À mon avis, elle est mal née, puisque mal accompagnée. On l'a pris un peu comme une punition, la munition en acier. On l'a mal expliquée. Elles n'étaient pas forcément super efficaces. Mais depuis 15 ans, ça a évolué. Les poudres ont évolué, les bourres ont évolué. L'acier est resté le même, mais la munition en elle-même a évolué. Donc la munition d'il y a 15 ans n'est pas forcément la munition d'aujourd'hui. Et justement, la munition en acier a poussé les fabricants à trouver des solutions pour rendre cette munition plus efficace. Alors aujourd'hui, vous le savez certainement, il y a deux grandes familles de munitions acier. Vous avez les munitions basse pression
qui sont produites pour être utilisées dans tous les fusils qui ne sont pas éprouvés billes d'acier. Donc qui dit basse pression, c'est malheureusement des munitions qui ont une efficacité moindre qu'une munition qui, elle, est haute performance, adaptée pour les fusils billes d'acier, avec des vitesses beaucoup plus rapides, avec des charges beaucoup plus importantes. Et là, vous avez des munitions en substitut en acier, par exemple, qui n'ont pas à rougir face à des munitions en plomb. Donc ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, dans cette transition-là, nos amis chasseurs et chasseresses peuvent être complètement rassurés par l'acier, qu'il va s'agir simplement d'un changement d'habitude, d'une adaptation à des nouvelles normes, mais toi, tu es confiant dans la qualité de l'acier et dans la qualité des nouvelles munitions à venir. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux grandes choses à savoir. C'est déjà, il faut diminuer un peu nos distances de tir. Une munition acier, l'acier ayant une densité bien moindre que le plomb, la portée, l'énergie cinétique à des distances égales, forcément, sera moins bonne sur une bille d'acier. Donc, par exemple, la première astuce, c'est si vous utilisez une bille numéro 6 en plomb, la petite astuce, c'est de tirer une numéro 4 en acier pour avoir à peu près le même poids. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce de descendre de 2 numéros de plomb pour garantir à peu près la même énergie cinétique à distance égale. Et la deuxième, donc, c'est d'arrêter d'essayer de tirer une palombe à 45 mètres. Voilà, la munition acier n'est pas faite pour ça. À la base, déjà, la munition au plomb non plus. Donc, si je retiens bien les deux éléments que tu nous donnes, aujourd'hui, substitution au plomb inéluctable, transformation et arrivée de nouvelles matières. Parmi ces matières, l'acier dans laquelle on a toute confiance chez Solenac et qui va constituer une partie importante de nos développements. Tout à fait. Je te remercie Jean-Paul pour cette présentation-là. Et si tu as des éléments à rajouter. Donc, je voudrais parler quand même un peu de cette bourre éco-conçue, enfin en tous les cas, une bourre qui n'a pas d'impact environnemental. Ça fait 3 ans que Clément, notre ingénieur munitions lisses, travaille sur le sujet. Et en fait, on a trouvé une solution avec un composant qui est d'origine naturelle, donc qui est basé, qui est extrait de matières premières naturelles. Ce qui est important aussi, c'est que c'est des matières premières qui sont à renouvellement rapide, comme le maïs, le manioc ou la canne à sucre. Et donc cette bourre qui, à terme, viendra remplacer toutes nos bourres plastiques actuelles, est compostable et sans impact environnemental. Et se dégradera relativement rapidement, contrairement à une bourre plastique aujourd'hui qui met 400 ou 500 ans à se dégrader. Donc ce que tu me dis là, Jean-Paul, c'est qu'on a choisi une bourre qui sera pas photofragmentable ou hydrofragmentable, des processus certes qui ont fait avancer mais qui continuent de polluer la Terre. On va être vraiment sur un produit 100% compostable avec des éléments naturels à renouvellement rapide. Donc on est vraiment dans un impact environnemental qui va quasiment se neutraliser. Tout à fait. Tout à fait. C'était important et on voulait être droit dans nos bottes et surtout ne pas utiliser des solutions de photofragmentables ou autres qui en fait fragmentent la bourre mais se dispersent dans le sol. Donc on voulait surtout pas ça. Très bien. Une petite date d'arrivée de cette bourre, un lancement particulier ? Oui, cette année. Donc d'ici le mois d'octobre, on pourra trouver une cartouche en 32 grammes d'acier qui comportera cette nouvelle bourre. Donc si je retiens bien tout ce que dit, une cartouche qui va marquer une nouvelle ère. C'est la première étape. Donc c'est un petit lancement cette année, avec de grosses ambitions l'année prochaine et dans les années à venir, puisque notre ambition, c'est évidemment de remplacer toutes nos bourres, de toutes nos cartouches, par celle-là. Merci Jean-Paul, merci pour ces précisions nécessaires. Comme vous le voyez, chers amis, on est en marche. La vérité d'aujourd'hui ne sera plus celle de demain. Et comptez sur vos équipes Solenac pour pouvoir assurer cette transition. Je te remercie Jean-Paul. Tu remercieras l'ensemble de l'équipe Pyrotechnie pour ce travail. Ça sera fait. Et je vais maintenant me tourner vers Jérémy. Jérémy, notre ingénieur produit munitions, spécialiste des munitions grand gibier. De la même façon qu'on l'a évoqué avec Jean-Paul, est-ce que toi, Jérémy, tu peux nous apporter des précisions quant aux évolutions liées à cette transition sans plomb dans les munitions grand gibier, à nous partager tes convictions et bien évidemment, sujet majeur, nous parler des performances de ces munitions.
Alors oui, tout à fait. La transition se fait également sur les munitions pour carabine, donc aussi bien que sur les munitions lisses. En l'occurrence, en l'occurrence, on propose des munitions sans plomb depuis maintenant quelques dizaines d'années sur le marché. Ce n'est pas vraiment nouveau, c'est beaucoup plus ancien que les munitions en plomb dans le lisse. En l'occurrence, il existe. Je voudrais d'abord donner une définition à ces munitions sans plomb sur les munitions de carabine. À savoir que des munitions sans plomb, il en existe de différentes formes et différents substituts. On va retrouver des alliages de cuivre, on va retrouver de l'étain, on va retrouver du cuivre pur, mais elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles ne polluent pas la vénaison et encore moins l'environnement. Il existe différentes architectures. L'idée d'une munition de chasse, c'est bien de dissiper de l'énergie dans l'animal pour avoir une létalité importante. Et donc, contrairement aux munitions en plomb qui ont tendance à fragmenter, des munitions sans plomb sont des munitions qui vont se déformer en conservant leur masse pour avoir une bonne pénétration et également pour avoir une bonne dissipation d'énergie du fait de leur taille plus importante. Donc, pour te paraphraser, si je comprends bien ce que tu me dis, aujourd'hui, une munition sans plomb va avoir un pouvoir de pénétration qui sera équivalent ou supérieur à une munition en plomb. Tout à fait. Alors en fait, beaucoup de chasseurs sont aujourd'hui habitués à tirer des projectiles lourds en plomb, tout simplement parce que lors de la pénétration, le projectile va fragmenter, il va perdre de sa masse, et en perdant de sa masse, il va perdre de l'inertie, et donc de la pénétration. L'avantage des projectiles sans plomb, qui conservent leur masse, va permettre tout simplement d'avoir une pénétration qui va rester quasiment constante du fait de la conservation de l'inertie. Donc on va se retrouver avec des projectiles qui vont avoir une létalité importante et une pénétration importante. Donc pénétration importante, donc élément fondamental en termes de performance. Est-ce que tu peux nous parler du poids de ces futures munitions, des habitudes de chasse que nous avons et peut-être de celles que nous devrons avoir ? Oui, alors tout à fait. Donc le plomb, ça nous arrangeait bien jusque maintenant puisque c'est un élément qui est très dense. Et ça nous intéresse puisque ça permet d'avoir une quantité, une énergie cinétique importante du fait de la masse. En passant sur des alliages de cuivre, on va quand même diminuer la densité de l'ordre de 20%. Et donc si on conserve la même géométrie du projectile, on va automatiquement avoir un projectile qui va être 20% plus léger. On n'est pas forcément capable, dans tous les cas, d'augmenter le poids du projectile pour avoir les mêmes poids qu'avaient les munitions en plomb, tout simplement parce qu'on va forcément devoir allonger le projectile, on ne peut pas augmenter son diamètre, il est bridé par le calibre. Et en augmentant la longueur de ce projectile, on peut se retrouver parfois à avoir des projectiles qui ne seraient pas stabilisés par certaines armes. Donc nous sommes obligés de conserver des longueurs conventionnelles comme les munitions en plomb, simplement on obtient du coup des projectiles qui sont de l'ordre de 20% plus légers. Donc, en synthèse, on va avoir des munitions sans plomb qui vont garder leur pouvoir de pénétration, qui devront simplement être plus légères. Est-ce que pour toi, selon tes propres convictions, aujourd'hui en Europe, au vu de notre gibier, ça va être pénalisant ou au contraire pas du tout ? Pas du tout. Ces munitions, cette architecture, elle est déjà utilisée par certaines firmes depuis maintenant plus de 40 ans. Je pense que ces munitions ont prélevé à peu près l'intégralité des gibiers mondiaux, sans exception, je ne pense pas. Leur létalité a toujours été prouvée. Alors, pour le type de gibier qu'on a en Europe et plus particulièrement en France, il est tout à fait convenable et même performant d'utiliser ce type de munitions. Vous n'y trouverez aucun inconvénient par rapport aux munitions en plomb. Donc pour ça, il faut être rassurant. Je tiendrai également à rajouter un élément. Sur certaines cartouches lisses, on doit obligatoirement avoir une épreuve particulière sur l'arme. Ce n'est pas du tout le cas sur les carabines. N'importe quelle carabine du bon calibre sera capable de tirer des munitions sans plomb. Donc vous n'avez pas à vérifier si votre arme est compatible ou non avec ce type de munitions, elle l'est forcément. Donc ça c'est très important, pas de question pour les munitions de grande chasse, de basse pression, de haute pression, de fleur de lys sur l'arme. Tout à fait. Toutes les munitions de grande chasse sont capables de tirer des munitions sans plomb. Tout à fait, il n'y a vraiment aucune sélection, n'importe quelle arme est capable de tirer ce type de projectile, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler, bien évidemment, de Solognac, des munitions qui existent aujourd'hui, des futurs développements et les directions que toi, ingénieur, tu souhaites faire prendre à nos nouveaux développements dans l'avenir ?
Alors oui, tout à fait. Donc actuellement, nous avons une gamme qui s'appelle l'Exergy Blue. Donc c'est un projectile qui utilise un alliage de cuivre et qui en fait a une empreinte, on va rentrer un petit peu dans la technicité, qui a une empreinte hexagonale à l'avant du projectile qui va permettre la pétalisation en 5 pétales. Pour avoir une bonne pénétration dans l'air et avoir une bonne conservation de l'énergie, nous avons coiffé ce projectile d'une pointe en polymère. Cette pointe en polymère, elle a 2 objectifs. Elle a comme premier objectif d'avoir une meilleure conservation de l'énergie cinétique lors du déplacement dans l'air, et donc d'avoir une énergie cinétique plus importante lors de l'impact. Et le deuxième intérêt de ce projectile, c'est d'aider le projectile à la pétalisation, et donc de garantir une bonne homogénéité de la pénétration, quelles que soient les vitesses d'impact. Alors, quel que soit, c'est un grand mot, mais une pétalisation efficiente entre 0 et 300 mètres. Très bien. Donc, on a déjà une première gamme qui existe aujourd'hui. Oui. Des nouveautés à venir, de nouveaux calibres. Quelles ambitions? Alors, actuellement, on a un certain nombre de calibres, des calibres courants. Nous travaillons encore sur le développement d'autres calibres pour rendre la gamme plus large et couvrir la quasi-totalité des calibres courants en France et en Europe. On a aussi comme ambition de rendre ces munitions plus abordables en essayant de développer des projectiles et des munitions qui seront moins coûteuses. L'un des éléments qui peut freiner les chasseurs sur l'utilisation des munitions sans plomb pour la carabine, c'est un coût plus élevé. Alors, c'est une technologie qui reste malgré tout une petite échelle comparée aux munitions en plomb actuelles. Et donc, il est à espérer qu'avec la popularisation et la montée en quantité de ce type de projectiles, on entraînera une diminution du prix. De combien nous ne savons pas, mais l'idée étant que vous ne payerez jamais aussi cher qu'aujourd'hui des munitions sans plomb. Nous pouvons l'espérer. Merci Jérémy. Donc je retiens en synthèse, de la même façon que pour les munitions lisses, une transition de toute façon réglementaire inéluctable. Déjà chez Solognac, une gamme de munitions sans plomb dont tu nous assures que les performances Sont au rendez-vous. elles sont au rendez-vous, elles sont garanties. Et un grand développement d'une gamme de plus en plus importante dont on espère qu'avec la popularisation, les prix vont être contenus pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir utiliser ces munitions. Tout à fait, c'est très bien résumé. Je vous remercie, messieurs. Je vous remercie également, chers amis, d'avoir participé à ce premier live où nous avons parlé d'un produit iconique, s'il en est pour la chasse, la munition, que l'on a associé à nos ambitions écologiques. C'est hyper important chez Solognac, vous le savez. Je remercie l'ensemble de l'équipe pyrotechnie. Je remercie Ludovic qui était là au départ avec nous d'Écologique. Je vous dis à très bientôt et surtout, tous ensemble, nous vous souhaitons une très bonne saison de chasse.